Allez, avec vous, Perrine Bramy, on fait le tour des 29 juillet. Alors, vous avez ausculté les archives de l'INA et on commence par le 29 juillet 2007. Alors, ce jour-là disparaît l'un des comédiens les plus drôles, mais pas seulement, du cinéma français. Si je vous dis, par exemple, La Cage aux Folles ou encore Nelly et Monsieur Arnaud. Michel Serrault. C'est évidemment. Facile. Michel Serrault, disparition de Michel Serrault ce jour-là. La Cage aux Folles qui a d'abord été une pièce de théâtre avant d'être adaptée au cinéma. Le 25 janvier 1973, il vient en parler avec Jean Poiret dans l'émission Cadet Roussel animée par Guy Lux. Et regardez, c'est un régal. Jean Poiret, donc l'auteur de cette pièce, La Cage aux Folles. Je dois dire que pour nos 20 ans, il a écrit une pièce, mais vraiment extraordinaire. Voilà. C'est une sorte, je vais vous dire, c'est une sorte de Roméo et Juliette. Donc, c'est une sorte de Roméo et Juliette dans laquelle Roméo... Oui, j'essayais de dire que c'était une espèce de Roméo et Juliette, si vous voulez, où Juliette serait un Roméo. C'est une pièce, c'est Roméo et Juliette où il n'y aurait que deux Roméo ou deux Juliette. C'est ça. Ah, La Cage aux Folles, extraordinaire. Vous vous souvenez de la scène des biscottes dans La Cage aux Folles? Avec le petit doigt. Le geste, voilà. Oui. Michel Serrault qui nous a quittés, il avait 79 ans. Au total, il aura tourné quand même 140 longs métrages. On se disait qu'il était présent dans de nombreux films, 140 longs métrages au total. Vous avez un Michel Serrault préféré parmi tous ces films? Pile ou face, ouais, avec Lino Ventura, c'était vraiment une expérience incroyable de regarder le duo d'acteurs. Garde à vue, moi, je me souviens. Alors, Perrine, le 29 juillet, c'est aussi le 29 juillet 1907 qui a retenu votre attention. Oui, avec la fondation du mouvement Scout, qui est fondé par Robert Baden-Powell, un général britannique qui est à la retraite. Alors, au départ, le but, c'est de forger le caractère des jeunes gens, de leur inculquer des valeurs de partage, d'entraide et de respect. Il y a de grands rassemblements qui sont organisés un petit peu partout. Et comme celui du 14 août 1947, à Moisson, dans les Yvelines. Et vous allez voir qu'on partage aussi des valeurs un peu plus terre à terre. 30 000 scouts venus de tous les horizons sont venus se tendre la main sous le signe de la paix. Ici, les Égyptiens sont débarqués hier, alors que déjà les Nord-Africains initiaient les Hongrois aux joies du méchoui, pendant que les Écossais s'essayaient, près des Marseillais, aux douceurs de la pétanque. Ah, la pétanque. La pétanque pour les Africains du Nord, oui. On remonte le 29 juillet 1881. Oui, alors avec ce jour-là, le texte fondateur de la liberté de la presse et de la liberté d'expression en général, qui est promulgué, c'est une loi qui impose un cadre légal à toutes les publications de presse. Elle est encore en vigueur d'ailleurs aujourd'hui, cette loi. On écoute ce que disait Françoise Giroud, qui est un modèle du journalisme. C'est la première femme patron de presse en France. Elle parlait de cette liberté de la presse et notamment de son lien avec le pouvoir. Nous sommes aussi un 29 juillet en 1981. Je pense que la presse, ce n'est pas seulement, comme on l'a dit, un véhicule d'information et d'opinion. C'est bien sûr tout ça. La presse, c'est du pouvoir. Ce n'est pas le pouvoir, c'est du pouvoir. Il n'y a pas d'exemple que le pouvoir est la presse et que la presse est le pouvoir. C'est une question de rapport de force. Et il faut bien le poser comme il est. Or, dans le système où nous sommes, le pouvoir... je ne dis pas qu'il ne peut pas vous interdire de faire un journal, il ne peut pas vous interdire de le diffuser, il ne peut pas mettre les journalistes en prison, mais les moyens sont beaucoup plus subtils. Grande leçon de journalisme que François Giroud vient de nous donner là à méditer. Et alors maintenant, vous nous proposez de carrément remonter dans l'histoire, puisqu'on vous intéressait au 29 juillet 1836. Alors oui, parce que c'est ce jour-là qu'est inauguré l'un des monuments les plus emblématiques de Paris, l'Arc de Triomphe, qui est perché au sommet des Champs-Élysées, au milieu de la place de l'Étoile. L'Arc de Triomphe qui avait été voulu par Napoléon Ier, mais dont la construction n'a été achevée que 30 ans plus tard sous Louis-Philippe. Et alors évidemment, on n'a pas d'archives vidéo de cette inauguration, ni même de cette construction. En revanche, j'ai retrouvé une petite pépite, vous allez voir, ça va très vite, soyez attentifs. Un certain Charles Godefroy réalise une prouesse digne d'un film hollywoodien. Regardez, c'est le 7 août 1919. Godefroy fut cet aviateur téméraire qui, un jour de 1919, accomplit cet exploit unique dans les annales de l'aviation. Vous avez vu un avion qui passe sous l'Arc de Triomphe. L'Arc de Triomphe, juste
29 mètres de haut et seulement 14 mètres de large entre les Donc, entre petites les deux. ailes, alors. Voilà, donc c'est vraiment un exploit technique assez dingue. Et il y en a d'autres qui ont réussi depuis Oui, à repasser il dessous. y en a eu d'autres. En 1991 notamment, alors non content de faire comme Godefroy, ce pilote qui est resté non identifié encore, s'était même offert le luxe de passer sous la tour Eiffel 20 minutes plus tôt, en 1991. Mais ça, c'est rien à côté de celui qu'on a surnommé le Baron Noir. Vous vous souvenez de cette personnalité ou ces personnalités? On ne sait pas si c'était un ou plusieurs individus qui avaient un peu nargué les autorités françaises à l'été 1988 avec 3 ou 4 survols nocturnes de la capitale. Aujourd'hui encore, il n'a toujours pas été identifié, ce Baron Noir. Eh ben voilà, donc énigme à résoudre.